Une fillette pauvre voit un homme sale dans la rue et partage son sandwich. Elle ne savait pas, c'était un millionnaire déguisé et silencieux. Ce geste innocent est devenu un grand titre dans tout le pays, et la récompense qu'elle a reçue a fait pleurer tout le monde. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Les pieds nus d'Émilie ressentèrent le froid du béton en cette grise matinée d'hiver. Le vent mordant serpentait entre les gratte-ciel du centre financier, mais elle restait fermement à son poste d'observation comme elle le faisait tous les jours. Ses 9 années de vie lui avaient déjà enseigné plus sur la survie que beaucoup d'adultes n'apprendraient durant toute leur existence. De l'autre côté de la rue, l'imposant centre d'affaires Lumière s'élevait comme un géant de verre et d'acier, ses fenêtres réfléchissantes renvoyant l'image d'un ciel chargé de nuages, Lords. Le mouvement était constant. Des cadres pressés avec leurs mallettes en cuir, des secrétaires se tenant en équilibre sur leurs talons hauts, des coursiers sur leurs motos rutilantes. Tous passèrent devant elle comme si elle était invisible. Et c'était peut-être sa plus grande aptitude, être transparente quand nécessaire. Dans ses petites mains sales de suie, Émilie tenait un paquet de papier huileux contenant un sandwich, son unique repas de la journée. L'arôme du pain encore tiède provoquait des gargouillements dans son estomac vide, mais quelque chose de plus fort que la faim la maintenait là, à attendre. C'était mercredi, et le mercredi, précisément à 9 heures du matin, il apparaissait toujours. Mathieu Dupont arrivait dans sa voiture ordinaire, sans l'apparat qui entourait les autres cadres de Lumière. Pas de chauffeur particulier, pas de garde du corps, rien qui le distinguait de la foule. Sauf un détail qu'Émilie seule avait remarqué, ses yeux. Alors que tous les autres détournèrent le regard en passant devant elle, Mathieu la voyait. Non pas avec pitié ou malaise, mais avec quelque chose de différent, quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer, mais qui la faisait se sentir humaine à nouveau. C'était un regard de reconnaissance, comme s'il pouvait voir au-delà des vêtements usés et des cheveux en désordre. Ce matin-là, quelque chose était différent. Peut-être était-ce le poids supplémentaire sur ses épaules, ou les cernes, plus profonds que d'habitude. Mathieu semblait porter le monde sur son dos alors qu'il marchait vers l'immeuble. C'est alors qu'Émilie sentit quelque chose s'éveiller en elle, un courage qu'elle ne savait même pas posséder. Ses pieds bougèrent avant que son cerveau ne puisse traiter la décision. Elle traversa la rue, ignorant les klaxons irrités des conducteurs. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Ses mains tremblaient quand elle tendit le paquet avec le sandwich. « Vous semblez fatigué aujourd'hui », dit-elle d'une voix qu'elle reconnut à peine. « Comme la sienne, vous pouvez le prendre. » Le temps sembla se figer, les bruits de la ville s'estompèrent, et tout ce qui existait était ce moment, suspendu entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Mathieu regarda le paquet, puis Émilie, et fit alors quelque chose que personne n'avait jamais fait. Il s'assit là, sur le trottoir froid, à côté d'elle. En silence, il déballa le sandwich et commença à manger, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Un homme d'affaires partageant un repas avec une fillette des rues. Il n'y eut pas de mots de remerciement, ni de questions invasives sur son histoire. Juste ce moment de connexion authentique, plus précieux que n'importe quelle aumône qu'elle avait jamais reçue. Quand il eut terminé, Mathieu mit la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit ce qui semblait être une carte jaunie par le temps. Avec un stylo plume qu'il portait sur lui, il écrivit quelques mots et la tendit à Émilie. Leurs mains se touchèrent brièvement pendant l'échange et elle sentit la texture rugueuse de doigts qui, malgré l'apparence élégante, semblait connaître le travail dur. « Si un jour tu veux changer de vie, dit-il, lui adressant la parole, pour la première fois, va à cet endroit. Dis que c'est moi qui t'ai envoyé. » La carte pesait dans ses mains comme si elle était faite d'or massif. Émilie la garda soigneusement dans la poche de son pantalon déchiré, comme on garde un trésor précieux. Elle ne posa pas de questions, ne demanda pas d'explications. Elle avait appris que, parfois, le silence en dit plus que 1000 mots. Mathieu se leva, ajusta son costume d'un geste désinvolte et poursuivit son chemin vers Lumière. Mais quelque chose avait changé. Un lien invisible s'était formé, un pont entre deux mondes apparemment incompatibles. Et Émilie, toujours assise sur le trottoir froid, sentit pour la première fois depuis longtemps quelque chose qu'elle avait oublié,
l'espoir. Les semaines suivantes passèrent comme un flou dans la mémoire d'Émilie. La carte restait gardée dans sa poche, de plus en plus froissée, mais toujours lisible. Elle la sortait tous les soirs, sous la faible lumière des réverbères, mémorisant chaque lettre de l'adresse qui y était écrite. Les mercredis, elle continuait son rituel d'observation, mais Mathieu n'apparut plus. La vie dans les rues devenait plus difficile chaque jour. L'hiver approchait avec ses griffes glacées et les rares refuges de la ville étaient toujours bondés. C'est lors d'une de ces nuits, quand le thermomètre chuta et que la pluie châtiait la ville, qu'Émilie trouva un abri temporaire dans une institution du centre. L'endroit était exigu, avec des lits superposés, rouillés, et des couvertures, trop fines pour chasser le froid. Mais c'était mieux que la rue. C'est là qu'elle rencontra Léa, une fillette encore plus petite qu'elle, aux yeux effrayés et avec un hématome récent sur le visage. Les deux développèrent une connexion instantanée, peut-être par la reconnaissance mutuelle de la douleur qu'elle portait. Une nuit particulièrement tumultueuse, Émilie vit un des employés du refuge agresser Léa pour avoir accidentellement renversé un plateau de nourriture. Sans réfléchir à deux fois, elle se plaça entre eux. Son dos reçut l'impact destiné à son ami, mais ses yeux, fixés sur ceux de l'agresseur, ne montraient aucune peur. « Vous ne la toucherez plus », dit-elle avec une fermeté qui surprit tous les présents. La conséquence fut immédiate. Expulsion. Non seulement pour elle, mais aussi pour Léa. Tandis qu'elle rassemblait leurs maigres possessions, Émilie sentit le poids de la carte dans sa poche. L'heure était venue. Pas pour elle, mais pour Léa qui avait besoin d'un endroit sûr. L'adresse les conduisit à un vieil immeuble dans le quartier historique de la ville. Il n'y avait pas d'enseigne tape à l'œil ni de gardiens à la porte. Juste un jardin bien entretenu, avec des roses rouges et un portail en fer forgé. Émilie respira profondément, serra fort la main de Léa et sonna à la porte. Une femme, d'âge moyen, répondit, son visage un masque de sévérité. Sylvie, comme elle l'apprendrait plus tard, les examina d'un regard pénétrant qui semblait cataloguer chaque égratignure, chaque tache sur leurs vêtements. « Que voulez-vous ici » demanda-t-elle d'une voix ferme mais pas hostile. D'une main tremblante, Émilie présenta la carte froissée. « Mathieu Dupont m'a donné ceci. Il m'a dit de venir ici. » Le changement fut instantané. Les yeux de Sylvie s'écarquillèrent. Légèrement, et quelque chose dans sa posture s'adoucit. Elle prit la carte avec soin comme s'il s'agissait d'un document précieux et l'examina pendant quelques secondes. « Attendez ici », ordonna-t-elle, disparaissant à l'intérieur du bâtiment. Léa serra la main d'Émilie plus fort. « Qui est Mathieu Dupont ?»« Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement, mais c'est la seule personne qui m'a vraiment vue. » Des minutes qui semblèrent des heures s'écoulèrent avant que Sylvie ne revienne. Son visage arborait maintenant une expression différente, presque maternelle. « Entrez, dit-elle, ouvrant davantage le portail. Nous avons beaucoup à discuter. » En franchissant le seuil, Émilie sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, comme si elle rentrait, enfin chez elle, même sans jamais en avoir eu un. L'intérieur du bâtiment était étonnamment accueillant, avec des murs au ton doux et un agréable arôme de café dans l'air. D'autres enfants et adolescents circulaient dans les couloirs, tous avec des uniformes propres et des expressions sereines. « Bienvenue à l'Institution Lumière », annonça Sylvie, les guidant le long d'un couloir bien éclairé. « Ah, ici, vous trouverez plus qu'un abri. Vous trouverez un avenir. » Émilie pouvait à peine croire que le même nom que l'imposant centre d'affaires où elle rencontrait Mathieu se trouvait là, dans cet endroit accueillant. Quelle connexion y avait-il entre les deux? Qui était réellement cet homme qui avait changé sa vie par un simple geste de reconnaissance? Les réponses viendraient avec le temps. Pour l'instant, tout ce qui importait était que, pour la première fois depuis longtemps, elle et Léa étaient en sécurité. La carte jaunie s'était transformée en un véritable portail vers une nouvelle vie. Et Émilie commençait à comprendre que ce sandwich partagé par un froid matin avait été bien plus qu'un acte de gentillesse. Il avait été le premier pas d'un extraordinaire voyage. L'adaptation à l'Institution Lumière ne fut pas facile pour Émilie. Les premiers jours furent marqués par la méfiance et l'inquiétude. Le confort du lit moelleux, les 3 repas par jour, les douches chaudes, tout semblait trop beau pour être vrai. La nuit, elle se surprenait à vérifier les fenêtres et les portes, planifiant des itinéraires de fuite, comme l'instinct de survie le lui avait appris dans les crues. Léa, en revanche,
s'épanouit rapidement dans ce nouvel environnement. Son sourire, autrefois si rare, illuminait maintenant les couloirs de l'institution. Elle s'adapta à la routine structurée, fascinée par les cours de musique et d'art qui faisaient partie du programme éducatif. Voir la transformation de son amie aidait Émilie à baisser ses défenses, même si lentement. C'est pendant une de ces nuits d'insomnie qu'Émilie rencontra Claire, la femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux gris précoces et aux yeux profonds, la trouva errant dans les couloirs après le couvre-feu. Au lieu de la réprimander, comme Émilie s'y attendait, Claire se contenta de sourire et lui fit signe de la suivre. « Moi non plus, je n'arrivais pas à dormir les premiers mois, » dit Claire, la guidant vers une petite bibliothèque au 3e étage. Il me semblait que tout allait disparaître si je fermais les yeux. Émilie s'arrêta net, surprise. « Vous aussi ?» Claire alluma une vieille lampe, révélant des étagères remplies de livres qui montaient jusqu'au plafond. « Je suis arrivée ici à 12 ans, après 3 ans à vivre dans les rues. Mathieu m'a trouvé dormant à la porte d'une église. » Le nom provoqua un frisson chez Émilie. C'était la première fois que quelqu'un dans l'institution mentionnait Mathieu spontanément. Claire dut remarquer sa réaction, car elle continua. « Il a un don pour trouver des personnes spéciales dans les endroits les plus improbables. Mais sais-tu ce qui est le plus intéressant? Il ne choisit jamais ceux qui demandent de l'aide. Il choisit ceux qui, même n'ayant rien, parviennent encore à donner quelque chose aux autres. » Ces paroles frappèrent Émilie comme un éclair de compréhension. Le sandwich. Ce moment avait-il été un test? Claire sourit, comme si elle lisait dans ses pensées. « Ce n'était pas un test, Émilie. C'était un reflet de ce que tu es, et c'est pour cela que tu es ici. » Cette nuit-là, Claire présenta à Émilie un nouveau monde à travers les livres. Elles commencèrent par des histoires simples, car Émilie savait à peine lire. Mais quelque chose dans son esprit s'allumait avec chaque mot déchiffré, chaque page tournée. C'était comme si un univers entier s'ouvrait devant elle. Les nuits à la bibliothèque avec Claire devinrent un rituel. Au début, elles n'étaient que toutes les deux. Puis Léa commença à les rejoindre. Bientôt, d'autres enfants apparaissaient, formant un petit club de lecture nocturne. Claire avait une façon unique d'enseigner, pas seulement les lettres et les mots, mais les histoires derrière eux. Pendant la journée, Émilie découvrit une autre passion, les chiffres. Alors que d'autres enfants luttaient avec les mathématiques de base, elle absorbait les concepts avec une facilité qui surprenait les enseignants. Les équations et les problèmes mathématiques étaient comme des puzzles fascinants que son esprit déchiffrait naturellement. « C'est comme de la magie », dit Léa un après-midi, observant Émilie résoudre un problème complexe au tableau. « Comment fais-tu cela ?» Émilie ne savait pas l'expliquer. C'était comme si les nombres lui parlaient, dansaient dans son esprit en formant des motifs que seule elle pouvait voir. Le professeur de mathématiques, M. Lefebvre, commença à lui donner des exercices supplémentaires, des défis plus complexes qui lui faisaient perdre la notion du temps. Mais tout n'était pas rose. Certaines nuits, les cauchemars revenaient, des images du passé dans les rues, la peur constante, la faim. Dans ces moments, Émilie serrait contre elle ses livres de mathématiques, comme s'ils étaient un bouclier contre les mauvais souvenirs. Les nombres ne mentaient pas, n'abandonnaient pas, ne blessaient pas. Ils étaient constants, fiables, sûrs. C'est Claire qui remarqua la première les signes d'épuisement. Émilie se poussait au-delà de ses limites, comme si elle devait prouver qu'elle méritait d'être là. Un soir, après l'avoir trouvée endormie sur un livre de calcul avancé, Claire la confronta. « Tu n'as pas besoin de conquérir le monde. En un jour, petite, lumière n'est pas un prix qu'on peut enlever, c'est un foyer. » Ces paroles provoquèrent quelque chose de profond chez Émilie. Pour la première fois depuis son arrivée, elle se permit de pleurer, non pas des larmes de tristesse ou de peur, mais de soulagement. Claire l'étreignit en silence, partageant une compréhension qui allait au-delà des mots. Cette même nuit, Émilie découvrit quelque chose sur Claire qui changerait à jamais sa perspective. Sur le mur de la bibliothèque, partiellement caché par un rideau, il y avait une vieille photographie. On y voyait une Claire beaucoup plus jeune recevant un diplôme, et à ses côtés, souriant discrètement, se tenait Mathieu Dupont. « Vous l'avez vraiment connu », murmura Émilie, touchant la photographie avec révérence. « Il a changé ma vie », répondit Claire, « comme il change la tienne, mais souviens-toi, le véritable changement ne vient pas de lui. Il vient de l'intérieur de toi.
Les mois se transformèrent en années, et Émilie grandissait non seulement en taille, mais en connaissance et en confiance. À 12 ans, elle avait déjà dépassé le programme éducatif régulier de Lumière, surtout en mathématiques. Ses cahiers étaient remplis d'équations complexes et de théorèmes qu'elle développait par elle-même, perdant souvent le sommeil pour résoudre des problèmes que même ses professeurs ne comprenaient pas complètement. Léa continuait d'être sa compagne inséparable, n'étant plus la fillette effrayée d'autrefois, mais une jeune artiste talentueuse dont les peintures commençaient à décorer les murs de l'institution. Les deux formaient un duo unique. Tandis qu'Émilie plongeait dans le monde des nombres, Léa traduisait les concepts mathématiques en couleurs et en formes, créant un pont entre deux mondes apparemment distants. Un après-midi, alors qu'elle travaillait sur un problème particulièrement difficile à la bibliothèque, Émilie reçut une visite inattendue. Sylvie, toujours formelle dans son tailleur bien coupé, entra accompagnée d'une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Émilie, voici le docteur Élise Moreau de l'Université nationale », présenta Sylvie, son ton plus solennel que d'habitude. « Elle aimerait discuter avec toi de tes aptitudes mathématiques. » Le docteur Moreau, une femme à l'apparence sereine et au regard pénétrant, s'assit en face d'Émilie. Sans détour, elle commença à proposer des problèmes mathématiques qui allaient bien au-delà de ce qu'une enfant de 12 ans devrait être capable de résoudre. À la surprise de tous, sauf peut-être de Sylvie, Émilie les résolvait avec une facilité déconcertante. « Extraordinaire », murmura Élise, après 2 heures de test. « Elle a un don naturel pour les mathématiques abstraites. C'est quelque chose qu'on voit une fois par génération. » La nouvelle se répandit rapidement à Lumière. Bientôt, Émilie fut invitée à participer à un programme spécial d'éducation accélérée sous la tutelle directe du docteur Moreau. Mais il y avait une condition. Elle devrait quitter l'institution pour habiter plus près de l'université. La peur de l'inconnu revint avec force. L'idée de quitter Lumière, son refuge sûr, paralysait Émilie. Plus encore, la perspective de se séparer de Léa lui serrait le cœur. C'est Claire qui, une fois de plus, l'aida à trouver de la clarté. Parfois, grandir signifie laisser des choses derrière soi, dit-elle, lors d'une de leurs conversations nocturnes. Mais laisser ne signifie pas perdre. Cela signifie élargir tes horizons. Cette nuit-là, Léa surprit Émilie avec un cadeau, une peinture abstraite où des nombres et des équations dansaient en spirale colorée, formant un motif hypnotisant qui semblait raconter l'histoire des deux amis. « Pour que tu n'oublies jamais que même les nombres peuvent être poésie », dit Léa, des larmes aux yeux mais un sourire ferme sur les lèvres. La décision fut difficile, mais Émilie savait que c'était la bonne voie. Avant de partir, cependant, elle avait une dernière question pour Sylvie. Elle voulait en savoir plus sur Mathieu Dupont. La réponse qu'elle reçut fut énigmatique. C'est quelqu'un qui croit que des talents extraordinaires surgissent dans les endroits les plus improbables, et que ces talents, lorsqu'ils sont correctement nourris, peuvent changer le monde. Le Toussio. Jour de son départ, toute Lumière se réunit pour lui dire au revoir. Claire l'étreignit longuement, lui murmurant des mots d'encouragement. Léa promit de lui rendre visite tous les week-ends, mais ce fut une petite enveloppe remise par Sylvie au dernier moment qui intrigua le plus Émilie. « Il a demandé que ceci te soit remis quand tu serais prête, » dit Sylvie, avec une lueur spéciale dans le regard. Dans l'enveloppe, il n'y avait qu'un billet écrit à la main, avec la calligraphie déjà familière de Mathieu. Certains donnent un sandwich, d'autres donnent de l'espoir. Toi, Émilie, tu as le pouvoir de donner beaucoup plus. Utilise-le avec sagesse. Tandis que la voiture du docteur Moreau s'éloignait de Lumière, Émilie tenait le billet contre sa poitrine. À travers les larmes, elle voyait Léa qui agitait la main depuis le portail, Claire qui souriait avec fierté, et tous les autres enfants qui étaient devenus sa famille. Ce n'était pas un adieu, elle le savait maintenant. C'était le début d'un nouveau chapitre de son histoire, une histoire qui avait commencé par un simple acte de bonté, sur un trottoir froid. L'adaptation à la vie universitaire fut un défi complètement nouveau pour Émilie. À 15 ans, elle était de loin l'étudiante la plus jeune du département de mathématiques, suivant des cours avec des étudiants beaucoup plus âgés. Le docteur Moreau lui avait trouvé un petit appartement près du campus, et pour la première fois de sa vie, Émilie avait un espace véritablement à elle. Les murs de l'appartement se couvrirent rapidement de tableaux noirs
où elle développait ses théories mathématiques jusqu'à tard dans la nuit. Parmi les équations était accrochée la peinture que Léa lui avait donnée, maintenant encadrée, servant d'encre la reliant à lumière. Les week-ends, comme promis, Léa lui rendait visite, apportant avec elle le parfum familier de la maison et de nouvelles histoires sur l'institution. C'est lors d'une de ces visites que Léa apporta une nouvelle intrigante. Tu ne vas pas le croire, mais ils ont trouvé une salle secrète à lumière. Ils faisaient des rénovations au 3e étage et ont découvert un ancien bureau, fermé à clé depuis des années. Il était rempli de documents sur l'histoire de l'institution. Le cœur d'Émilie s'accéléra. Et qu'ont-ils découvert? Ça, la plupart des documents ont été emportés par Sylvie avant que nous puissions les voir, répondit Léa, ses yeux brillants du mystère. Mais j'ai vu quelque chose d'intéressant avant. Une vieille photo du centre d'affaires Lumière en construction, et devine qui était sur la photo? Mathieu Dupont, beaucoup plus jeune, à côté d'un groupe d'enfants des rues qui aidaient à la construction. Cette information éveilla quelque chose dans l'esprit brillant d'Émilie. Elle commença à relier les points, comme elle le faisait avec ses problèmes mathématiques. Le centre d'affaires et l'institution partageaient plus que le nom. Il y avait une histoire plus profonde là-dedans. À l'université, Émilie ne tarda pas à attirer l'attention de la communauté académique. Sa façon unique d'aborder des problèmes mathématiques complexes, alliant intuition et rigueur scientifique, impressionnait même les professeurs les plus sceptiques. En particulier, sa recherche sur les modèles mathématiques dans les systèmes sociaux commença à gagner en reconnaissance. « Tu vois les mathématiques d'une façon différente », commenta le docteur Moreau durant l'une de leurs séances d'orientation. « Pour toi, ce ne sont pas seulement des nombres et des équations, ce sont des outils pour comprendre et transformer la réalité. » C'était vrai. Émilie avait commencé à développer un modèle mathématique qui analysait les schémas d'inégalité sociale et leurs solutions possibles. Son travail était fortement influencé par sa propre expérience dans les rues et à Lumière. Un après-midi, alors qu'elle travaillait sur sa recherche à la bibliothèque de l'université, Émilie trouva quelque chose qui fit s'arrêter son cœur, un ancien article de journal sur des entrepreneurs influents de la ville. Sur la photo principale, un jeune Mathieu Dupont souriait discrètement et la légende l'identifiait comme le milliardaire invisible. L'article révélait que Mathieu avait fait fortune très jeune, grâce à des investissements révolutionnaires dans la technologie. Mais ce qui attira le plus l'attention d'Émilie fut un passage spécifique. Dupont est connu pour son refus d'apparaître dans les médias et pour sa méthode unique de philanthropie, qu'il appelle « effet domino social », aider les personnes qui, même en situation de vulnérabilité, démontrent la capacité d'aider les autres. Ces mots frappèrent Émilie comme un éclair de compréhension. Le sandwich, la carte, Lumière, tout faisait partie d'un plan plus grand. Mathieu n'aidait pas seulement des individus, il créait un réseau de transformation sociale. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Son esprit bouillonnait d'idées, reliant sa recherche mathématique au travail de Lumière. Assise devant son tableau noir, elle commença à développer un nouveau modèle théorique, quelque chose qui n'avait jamais été tenté auparavant. Une formule mathématique pour maximiser l'impact des actions sociales basée sur le principe de l'effet domino. Les heures passèrent comme des minutes, tandis qu'elle travaillait, perdue dans un monde de nombres et de possibilités. Quand le soleil se leva, ses mains étaient blanches de craie, mais ses yeux brillaient d'une découverte qui pourrait tout changer. « Docteur Moreau doit voir ça », murmura-t-elle pour elle-même, photographiant ses notes avec des mains tremblantes, d'excitation. Ce qu'Émilie ne savait pas, c'est que sa découverte était sur le point d'attirer l'attention de bien plus de personnes que son directrice de thèse. Sans s'en rendre compte, elle avait commencé à dévoiler non seulement le mystère de Lumière, mais aussi le véritable but derrière le travail de toute sa vie. La présentation de la théorie de l'effet domino social d'Émilie au docteur Moreau ne fut que le début. En quelques semaines, son travail commença à circuler dans les couloirs académiques, attirant l'attention de chercheurs de différents domaines. Ce n'était pas seulement la complexité mathématique qui impressionnait, mais l'applicabilité pratique de ces formules pour résoudre de vrais problèmes sociaux. « C'est révolutionnaire », déclara le docteur Moreau, après une longue session d'analyse des calculs. « Tu as créé une façon de quantifier et d'optimiser l'impact des actions sociales. Sais-tu ce que cela signifie ?» Émilie le savait. Son modèle n'expliquait pas seulement le succès de Lumière,
mais offrait un chemin pour le répliquer à grande échelle. C'était un pont entre le monde des nombres et la réalité des rues qu'elle avait si bien connues. Léa, qui continuait ses visites régulières, n'apportait plus seulement des nouvelles de lumière, mais aussi ses propres insights artistiques sur le travail d'Émilie. Ses peintures commençaient à incorporer des éléments des formules mathématiques, créant des visualisations uniques qui aidaient à expliquer des concepts complexes de façon accessible. « C'est comme si tu avais trouvé les mathématiques de la bonté », dit Léa un soir, observant les tableaux noirs couverts d'équations. « Chaque nombre ici représente une vie qui peut être transformée. » La nouvelle du travail d'Émilie finit par parvenir aux oreilles de Sylvie. Par un après-midi d'automne, elle apparut sans prévenir à l'appartement, portant un vieux dossier en cuir. « J'ai pensé que tu devrais voir ceci, » dit-elle, remettant le dossier à Émilie. « Ce sont les documents que nous avons trouvés dans la salle secrète de lumière. » D'une main tremblante, Émilie ouvrit le dossier. À l'intérieur, il y avait des photographies, des coupures de journaux et des documents qui racontaient l'histoire complète de l'institution. Le centre d'affaires Lumière n'avait pas été simplement un projet immobilier. Il faisait partie d'une expérience sociale beaucoup plus vaste. Les photos montraient Mathieu Dupont travaillant avec des enfants des rues lors de la construction du bâtiment, non seulement en leur offrant du travail, mais en leur enseignant la construction, les mathématiques et l'administration. Beaucoup de ces enfants devinrent par la suite les premiers élèves de l'institution Lumière. Il a toujours cru que la véritable transformation sociale ne vient pas de haut en bas, expliqua Sylvie, observant Émilie absorber chaque détail. Elle vient de l'intérieur des communautés elles-mêmes, de personnes qui, même n'ayant rien, choisissent de donner quelque chose aux autres. Parmi les documents, Émilie trouva quelque chose qui fit s'arrêter son cœur, une série de notes, mathématiques anciennes, écrites à la main par Mathieu lui-même. Elles étaient rudimentaires comparées à son travail actuel, mais la base était la même, une tentative de créer un modèle mathématique pour maximiser l'impact social. Il a essayé de faire ce que tu fais maintenant, dit doucement Sylvie. Mais il n'avait pas ton don pour les chiffres. C'est pour cela qu'il a construit Lumière, pour trouver quelqu'un qui pourrait compléter son travail. Cette révélation frappa Émilie comme une vague. Toutes les pièces s'emboîtaient. La rencontre apparemment fortuite sur le trottoir, le test du sandwich, l'éducation spécialisée, le soutien constant même à distance. Ce n'était pas une coïncidence. Cela faisait partie d'un plan plus grand. Ce soir-là, après le départ de Sylvie, Émilie s'assit devant son tableau noir principal où l'équation centrale de sa théorie était écrite. Sous la douce lumière de la lampe, les formules semblaient prendre vie, racontant une histoire de transformation et d'espoir. Son téléphone sonna. C'était Léa. « Émilie, tu dois venir à Lumière demain. Quelque chose d'important se passe. » « Qu'est-ce que c'est ?» « Je ne peux pas le dire par téléphone, mais ça a un rapport avec Mathieu Dupont. » Le cœur d'Émilie s'accéléra. Après toutes ces années, serait-il possible que finalement... Elle regarda la peinture de Léa sur le mur, les documents éparpillés sur sa table, les équations qui étaient devenues sa vie. « J'y serai à la première heure demain matin, » répondit-elle, sentant qu'elle était sur le point de fermer un cercle qui avait commencé des années auparavant, sur un trottoir froid, avec un simple acte de bonté. Le soleil était à peine levé quand Émilie arriva à l'institution Lumière. Le jardin d'entrée était différent. Des dizaines de roses blanches avaient été plantées pendant la nuit, créant un chemin jusqu'à la porte principale. Léa l'attendait au portail, son visage mélangeant anxiété et excitation. « Tu ne vas pas le croire, » chuchota Léa, l'attirant par la main. « Il est ici. » Le cœur d'Émilie s'emballa. Après tant d'années, Mathieu Dupont était enfin revenu à Lumière. Mais pourquoi? Et pourquoi maintenant? L'intérieur de l'institution bouillonnait d'une énergie différente. Enfants et employés chuchotaient dans les couloirs, lançant des regards curieux dans sa direction. Sylvie les rejoignit dans le hall principal, son air plus solennel que d'habitude. « Il veut te voir en premier, » dit Sylvie, les conduisant au 3e étage. « Il est dans l'ancien bureau. » La salle secrète, découverte pendant les rénovations, avait été transformée. Les vieux meubles avaient été restaurés, les fenêtres propres laissaient entrer la lumière du matin et les murs étaient tapissés de tableaux noirs, très similaires à ceux de l'appartement d'Émilie. Sur chacun, 2
Des équations et des diagrammes détaillaient l'évolution du projet Lumière au fil des ans. Et il était là, exactement comme Émilie s'en souvenait. Mathieu Dupont, debout près de la fenêtre, observant le jardin. Son costume simple et sa posture discrète ne révélaient rien de son statut de milliardaire. Quand il se retourna, ses yeux rencontrèrent les siens avec le même regard de reconnaissance qu'années auparavant. « Tu as complété », dit-il simplement, pointant vers l'un des tableaux où la théorie de l'effet domino social d'Émilie était reproduite en détail. « Vous saviez, répondit-elle, non comme une question, mais comme une constatation, depuis le début. » Mathieu sourit légèrement. « Je savais que quelqu'un compléterait. J'ai observé des centaines d'enfants au fil des ans, cherchant des signes spécifiques. Quand je t'ai vu offrir ta seule nourriture ce matin-là, j'ai su que j'avais trouvé la bonne personne. » Léa, qui observait la scène en silence, laissa échapper une exclamation de surprise lorsque Mathieu commença à écrire sur le tableau noir. Ses notes, bien que plus basiques, complétaient parfaitement les équations d'Émilie. « Pendant 30 ans, j'ai essayé de développer un modèle mathématique qui pourrait expliquer et potentialiser l'impact social positif, continua-t-il. Mais il manquait toujours quelque chose. Tu n'as pas seulement complété la théorie, tu l'as transcendée. » Émilie s'approcha du tableau, ses yeux parcourant les anciennes notes qui se fondaient avec ses propres découvertes. Le centre d'affaires. C'était la première expérience, compléta Mathieu. Utiliser le pouvoir du marché financier pour créer de réelles opportunités de transformation. Chaque étage de ce bâtiment génère des ressources qui soutiennent des dizaines de projets sociaux. Mais la vraie révolution a toujours été ici à Lumière. D'un dossier sur la table, il sortit un ensemble de documents. Voici l'avenir de Lumière. Un plan d'expansion basé sur ta théorie. Pas seulement une institution, mais un réseau. Interconnecté de centres de transformation sociale, chacun adapté aux besoins spécifiques de sa communauté. Émilie prit les documents d'une main tremblante. Les pages détaillaient un projet ambitieux, de nouvelles unités de lumière, seraient établies dans différentes régions, chacune suivant le modèle mathématique qu'elle avait développé. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» demanda-t-elle, bien qu'elle suspectât déjà la réponse. « Parce que le moment est venu de passer le relais », répondit Mathieu, sa voix douce mais ferme. Lumière a besoin de quelqu'un qui comprenne non seulement sa mission, mais aussi ses mathématiques, quelqu'un qui a vécu les deux côtés de l'équation. Léa, qui s'était approchée silencieusement, prit la main d'Émilie. Comme dans cette peinture que je t'ai offerte, les nombres et les cœurs peuvent danser ensemble. Mathieu observa l'interaction avec approbation. Précisément, Lumière n'est pas seulement une institution caritative. C'est une expérience vivante de transformation sociale basée sur des principes mathématiques et humains. Et maintenant, elle est prête pour sa prochaine phase. Émilie regarda par la fenêtre, vers le jardin où tant d'enfants jouaient, chacun avec sa propre histoire de dépassement. Son esprit brillant commençait déjà à calculer les possibilités, les ramifications, les impacts potentiels de chaque décision. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de découvertes. Émilie plongea dans les archives de Lumière, étudiant chaque détail du travail de Mathieu au fil des ans. Chaque document révélait une nouvelle couche de génie dans son plan. La façon dont il avait structuré l'institution n'était pas seulement administrative, mais mathématique. Léa resta à ses côtés tout au long du processus, transformant des concepts complexes en art visuel pour aider à la compréhension du projet. Ses peintures décorèrent maintenant toute une salle, créant une narration visuelle de l'évolution de Lumière. C'est comme si chaque décision qu'il a prise était une variable dans une équation plus grande, expliqua Émilie à Claire, qui s'était jointe à elle pour l'analyse des documents. Le centre d'affaires, l'emplacement de Lumière, même la sélection des bénéficiaires, tout suivait un schéma mathématique spécifique. Claire sourit, se rappelant ses propres jours comme élève. Il disait toujours que les mathématiques étaient partout, même dans le cœur des gens. Nous pensions que c'était juste une belle phrase, mais c'était littéral, compléta Émilie, pointant vers ses équations. Ma théorie prouve qu'il existe un modèle mathématique dans le comportement altruiste. Plus les personnes sont aidées de la bonne manière, plus elles tendent à aider les autres, créant une réaction en chaîne positive. La nouvelle de la succession de Mathieu se répandit rapidement dans l'institution, générant un mélange d'attente et d'appréhension.
Certains employés plus anciens montrèrent de la résistance à l'idée d'une dirigeante si jeune, mais Émilie les surprit par sa capacité à unir sensibilité sociale et précision technique. Un après-midi, alors qu'elle révisait les plans d'expansion avec l'équipe administrative, Émilie eut une idée révolutionnaire. Et si chaque nouvelle unité de lumière était adaptée non seulement aux besoins locaux, mais aussi au potentiel d'impact mathématique de la région? Les yeux de Mathieu brillèrent d'approbation. Continue. Ma théorie montre que différentes communautés ont différents coefficients de transformation, expliqua-t-elle, griffonnant rapidement sur un tableau noir. Si nous ajustons notre modèle d'intervention basé sur ces coefficients, nous pouvons maximiser l'impact dans chaque localité. Léa, qui dessinait en écoutant, leva son esquisse. Un arbre dont les branches se ramifiaient en motif fractal, chaque branche représentant une nouvelle unité de lumière. « Exactement », s'exclama Émilie. « C'est une croissance organique, mais mathématiquement planifiée. » L'enthousiasme était contagieux. Bientôt, toute l'équipe était impliquée dans le développement du nouveau modèle. Sylvie coordonnait la partie administrative, Claire adaptait les programmes éducatifs, et Léa créait des visualisations artistiques pour faciliter la compréhension du projet. Mathieu observait tout avec une satisfaction évidente. Un après-midi, il appela Émilie pour une conversation privée dans le jardin. « Sais-tu pourquoi je t'ai choisi ?» demanda-t-il, tandis qu'il marchait parmi les roses blanches. Émilie pensa au sandwich, au test d'altruisme, à son talent mathématique. « Ce n'était pas seulement pour le sandwich », continua-t-il, comme s'il lisait dans ses pensées. « C'était parce que, même ayant faim, tu m'as regardé dans les yeux. Non pas comme quelqu'un demandant de l'aide, mais comme quelqu'un offrant quelque chose. Tu avais de la dignité, même sans rien avoir. » Il s'arrêta, se tournant pour la « Regardez. Lumière n'est pas seulement une question d'aide aux personnes. Il s'agit de reconnaître et cultiver la dignité humaine. Les mathématiques ne sont que l'outil que nous utilisons pour potentialiser cela. » Émilie sentit le poids de ces paroles. Elle regarda l'institution qui était devenue sa maison, les enfants jouant dans la cour, Léa qui dessinait sous un arbre, Claire qui guidait un groupe d'étudiants, Sylvie qui organisait des documents dans son bureau. « Je ne vais pas disparaître comme vous l'avez fait, » dit-elle finalement. « Je vais être présente, être un exemple visible. » Mathieu sourit. « C'est exactement pour cela que tu es la bonne personne. Tu as compris que la véritable transformation a besoin de visage, d'histoire, de connexion réelle. » À ce moment-là, un enfant s'approcha d'eux tendant un dessin. C'était un portrait simple d'Émilie, entouré de nombres et d'étoiles. Le petit artiste la regardait avec le même mélange d'espoir et de détermination qu'elle-même avait eu des années auparavant. « Pour vous, dit le garçon, parce que vous nous apprenez que les nombres peuvent être magiques. » Émilie prit le dessin, les larmes aux yeux. Voilà la preuve vivante que sa théorie fonctionnait, pas seulement sur les tableaux noirs et les feuilles de calcul, mais dans le sourire d'un enfant qui commençait à rêver de possibilités. La transition. De leadership à lumière apporta des défis que même les équations les plus complexes d'Émilie ne pouvaient pas complètement prévoir. Durant les premiers mois, elle se retrouva à équilibrer ses responsabilités académiques avec la gestion de l'institution, tout en mettant en œuvre les changements basés sur sa théorie de l'effet domino social. Le docteur Moreau, sa directrice, à l'université, devint une alliée fondamentale dans ce processus. Ensemble, elles transformèrent le travail d'Émilie en sa thèse de doctorat, connectant théorie académique et pratique sociale d'une façon jamais vue auparavant dans le milieu scientifique. « Tu es en train de créer un nouveau domaine d'études », commenta le docteur Moreau lors d'une de leurs réunions. « Les mathématiques sociales appliquées ne sont plus seulement une théorie. Tu prouves qu'elles peuvent transformer des vies réelles. » Le premier test du nouveau modèle vint avec la mise en œuvre d'une unité pilote de lumière dans une communauté périphérique. Émilie insista pour participer personnellement au processus de sélection des bénéficiaires, se rappelant comment Mathieu avait trouvé en elle quelque chose qu'elle-même ne savait pas qu'elle possédait. Léa, qui coordonnait maintenant le programme d'art de lumière, développa une méthodologie unique pour identifier les talents potentiels. « Nous ne cherchons pas seulement des compétences », expliquait-elle aux nouveaux collaborateurs. «
Nous cherchons cette étincelle dans les yeux, ce moment où quelqu'un décide de donner même en n'ayant rien. Un après-midi, lors d'une visite à la nouvelle unité, Émilie rencontra Thomas, un garçon de 12 ans qui avait transformé sa cabane en une petite bibliothèque communautaire. Avec des livres trouvés dans les poubelles et des dons de voisins, il avait créé un espace d'apprentissage pour des enfants encore plus jeunes que lui. « Comment as-tu commencé tout cela ?» demanda Émilie, observant les étagères improvisées mais soigneusement organisées. « Un jour, j'ai trouvé un livre de mathématiques dans les ordures, » répondit Thomas, ses yeux brillants. « Je ne comprenais presque rien, mais les formes des nombres, c'était comme s'il racontait une histoire. J'ai pensé que d'autres enfants pourraient aussi vouloir entendre cette histoire. » Ces paroles touchèrent Émilie profondément. C'était comme si elle se voyait des années auparavant, découvrant la magie des nombres dans la bibliothèque de lumière avec Claire. Ce soir-là même, elle mit à jour ses équations, incorporant une nouvelle variable qu'elle appela facteur Thomas, la capacité naturelle de certaines personnes à multiplier la connaissance même avec des ressources minimales. Le succès de l'unité pilote fut impressionnant. En seulement 6 mois, les indicateurs sociaux de la région commencèrent à montrer des améliorations significatives. Plus important encore, des enfants comme Thomas créaient leurs propres projets, confirmant la théorie de l'effet domino. Claire, qui suivait tout de près, apporta une observation cruciale lors d'une réunion d'évaluation. « Ce ne sont pas seulement les chiffres qui changent, Émilie, c'est la façon dont ces personnes se voient. Elles ne sont plus seulement bénéficiaires d'aide, elles sont des agents de transformation. » Cette observation conduisit Émilie à développer un nouveau composant dans sa théorie, travaillant des nuits entières dans son ancien appartement. Maintenant transformé en centre de recherche, elle créa ce qu'elle appela le coefficient d'autonomisation, une façon de mesurer et de potentialiser la capacité d'autogestion des communautés. Léa, comme toujours, traduisit le concept en art. Ces nouvelles peintures montraient des personnes émergeant d'équations mathématiques, leur corps formé par des nombres qui se transformaient en oiseaux volant librement. Une de ces œuvres fut choisie comme symbole du nouveau programme d'expansion de lumière. « C'est ainsi que je vois ton travail », expliqua Léa, montrant la peinture à un groupe de visiteurs. « Les mathématiques n'emprisonnent pas l'humanité. Dans des chiffres, elles libèrent notre potentiel. » L'impact du travail commença à attirer l'attention internationale. Des chercheurs de différents pays voulaient connaître le modèle lumière de transformation sociale. Mais Émilie, se souvenant de l'exemple de Mathieu, maintint l'accent sur ce qui importait vraiment, l'impact réel sur la vie des gens. Un matin particulièrement significatif, elle reçut une enveloppe mystérieuse. À l'intérieur, il n'y sous avec un billet écrit de la main familière de Mathieu. « Tu n'as pas seulement complété l'équation, tu l'as transformée en quelque chose de plus grand que ce que j'avais jamais imaginé. Continue à suivre les nombres, mais n'oublie jamais de regarder les gens dans les yeux. » Ces mots lui rappelèrent son premier matin sur le trottoir du centre d'affaires Lumière, quand un regard de reconnaissance avait changé sa vie pour toujours. Maintenant, c'était elle qui avait le pouvoir de reconnaître le potentiel chez les autres, de transformer les nombres en espoir, de multiplier les possibilités. L'impact du travail d'Émilie à Lumière commença à créer des vagues de transformation, qui allaient bien au-delà des chiffres dans ses équations. L'histoire de la fille au sandwich, devenue une révolutionnaire des mathématiques sociales, commença à circuler dans différents cercles, inspirant d'autres institutions à repenser leurs approches. Léa, toujours sensible aux nuances des histoires humaines, commença à documenter artistiquement les transformations. Ces peintures formèrent maintenant une exposition permanente au Centre d'affaires Lumière, connectant visuellement le monde de l'entreprise avec la réalité sociale qui l'aidait à transformer. Chaque tableau raconte une histoire de transformation, expliquait Léa aux visiteurs. Mais si vous regardez attentivement, vous verrez qu'elles suivent toutes un modèle, le même modèle qu'Émilie a découvert dans ses équations. L'exposition attira l'attention d'autres entrepreneurs et philanthropes, mais Émilie restait fidèle à la philosophie de Mathieu. Le véritable impact ne résidait pas dans les grands investissements, mais dans l'identification et la nutrition du potentiel humain. C'est pendant cette période qu'elle rencontra Marie, une dame qui vendait du café à la porte du centre d'affaires. Chaque jour, Marie réservait quelques tasses de café pour les distribuer gratuitement aux personnes sans abri,
même quand ses ventes couvraient à peine ses coûts. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Émilie un jour, se souvenant de son propre geste avec le sandwich des années auparavant. « Parce qu'un café chaud peut être plus qu'une boisson, » répondit Marie. « Ça peut être un moment de dignité, de chaleur humaine, et qui sait, ça peut être le début d'un changement. » Cette conversation amena Émilie à développer un nouveau composant dans son programme, le projet Graines, axé sur l'identification et le soutien de petites initiatives d'impact social déjà existantes dans les communautés. Marie devint la première bénéficiaire, recevant un soutien pour transformer son chariot de café en un café social. Le succès du projet Graines prouva une fois de plus la théorie de l'effet domino. En moins d'un an, le café de Marie était devenu un point de rencontre et de transformation, offrant une formation professionnelle et des opportunités d'emploi pour des personnes en situation de vulnérabilité. Claire, qui continuait d'être une mentor et une amie proche, observa quelque chose d'important. « Tu ne te contentes pas de répliquer ce que Mathieu a fait. Tu fais évoluer le modèle, le rendant plus organique, plus connecté aux réalités locales. » C'était vrai. Alors que le modèle original de Lumière se concentrait principalement sur les enfants et les adolescents, l'approche d'Émilie élargissait la portée pour inclure toute la communauté. Ces équations prenaient maintenant en compte des variables comme les réseaux de soutien familial, l'économie locale et le capital social. Un après-midi, alors qu'elle travaillait sur ses calculs dans le bureau qui appartenait autrefois à Mathieu, Émilie reçut une visite inattendue. Thomas, le garçon de la bibliothèque communautaire, était devenu un adolescent brillant et dirigeait maintenant un projet d'éducation mathématique dans sa communauté. « Savez-vous ce que j'ai appris ?» dit-il, observant les équations sur le tableau noir. « Que les nombres ne sont pas juste des nombres, ce sont des outils pour construire des ponts entre les personnes. » Ces mots capturaient parfaitement l'essence du travail d'Émilie. Elle avait transformé les mathématiques en un langage de changement social, en un instrument de connexion humaine. Le moment le plus émouvant vint lorsque la première promotion d'enfants de la nouvelle unité Lumière fut diplômée. Parmi eux se trouvait la fille de Marie, qui avait découvert un talent spécial pour la programmation informatique. Durant la cérémonie de remise des diplômes, la jeune fille présenta un logiciel qu'elle avait développé pour optimiser la distribution des ressources dans les projets sociaux. « C'est le véritable effet domino », chuchota Léa, qui enregistrait le moment dans son carnet de dessin. Il ne s'agit pas seulement d'aider les gens, il s'agit de créer un cycle infini de transformation. Ce soir-là, après la cérémonie, Émilie trouva un nouveau billet de Mathieu sur son bureau. « Continue de regarder au-delà des nombres. La vraie mathématique de la vie est dans les sourires que tu multiplies, les espoirs que tu additionnes, les peurs que tu soustrais et les rêves que tu partages avec les autres. » Assise dans son bureau, Émilie regarda par la fenêtre la ville qui ne dormait jamais. Quelque part là-bas, peut-être à ce moment précis, quelqu'un faisait un petit geste de bonté qui changerait tout. Et grâce à son travail, ce geste ne serait plus seulement un acte isolé, mais une partie d'une grande équation de transformation sociale. Le succès de Lumière apporta avec lui de nouveaux défis. Avec l'expansion du projet vers d'autres villes, Émilie devait s'assurer que l'essence du programme ne se perdait pas au milieu de la croissance. Ces équations pouvaient être répliquées, mais comment garantir que l'élément humain, si fondamental pour le succès du modèle, serait préservé? La réponse vint d'une source inattendue. Lors d'une visite à la nouvelle unité de Lumière dans une ville côtière, Émilie rencontra Madame René, une ancienne institutrice qui avait transformé sa maison en un centre communautaire d'apprentissage. Ce qui attira l'attention d'Émilie, ce n'étaient pas seulement les résultats, mais la méthodologie unique que la dame avait développée. « Chaque enfant est un univers de possibilités », expliqua Madame René, montrant des cahiers remplis de notes détaillées sur ses élèves. « Il ne suffit pas d'enseigner. Il faut comprendre l'histoire derrière chaque regard. » Cette conversation provoqua une révolution dans la pensée d'Émilie. Pendant des semaines, elle se consacra à incorporer cette perspective dans ses équations. Léa, qui l'accompagnait dans ce voyage, commença à créer une série de portraits des enfants de Lumière, chacun accompagné de leurs histoires personnelles. « Ce ne sont pas seulement des nombres sur un graphique », expliqua Léa, présentant la galerie lors d'une réunion avec des partenaires potentiels.
Ce sont des vies réelles, des rêves tangibles, des avenirs en construction. La nouvelle approche aboutit au développement du protocole René, un système qui combinait analyse quantitative et évaluation qualitative profonde. Chaque bénéficiaire de lumière avait maintenant non seulement un profil mathématique, mais aussi une carte détaillée de ses connexions sociales, talents et potentiels. Claire, qui avait pris en charge la coordination du programme de formation des éducateurs, mit en place des ateliers basés sur cette nouvelle méthodologie. Nous apprenons à nos enseignants à être non seulement des instructeurs, mais de véritables cartographes du potentiel humain, expliquait-elle. L'impact de ce changement fut immédiat. Les taux d'engagement dans les unités de lumière augmentèrent significativement et l'effet multiplicateur du programme devint encore plus évident. D'anciens élèves commencèrent à revenir comme bénévoles, créant un cercle vertueux de mentorat et de soutien. C'est durant cette période qu'Émilie reçut une visite qui changerait encore plus sa perspective. Sophie, l'une des premières enfants accueillis dans l'unité pilote, était devenue une jeune femme déterminée de 17 ans. Elle apportait avec elle un projet ambitieux. Elle voulait créer un réseau de bibliothèques communautaires, suivant le modèle que Thomas avait initié des années auparavant. « Mais je veux faire cela en utilisant votre théorie mathématique », expliqua Sophie, étalant des feuilles de calcul méticuleusement organisées sur le bureau d'Émilie. « J'ai calculé l'impact potentiel dans chaque communauté, en utilisant les variables de votre modèle. » Émilie examina les calculs avec une admiration croissante. Sophie n'avait pas seulement compris la théorie, elle l'avait adaptée et étendue de façon qu'Émilie elle-même n'avait pas envisagée. Le facteur Thomas, qui mesurait le potentiel multiplicateur d'initiatives communautaires, prenait maintenant une nouvelle dimension. « Vous vous rendez compte de ce qui se passe ?» demanda Léa, qui observait la scène tout en esquissant un autre de ses portraits. La théorie évolue à travers les personnes mêmes qu'elle a aidées. C'est comme si le modèle était vivant, grandissant organiquement. Cette réalisation conduisit Émilie à mettre en œuvre une nouvelle politique à lumière. Chaque unité avait maintenant l'autonomie pour adapter le modèle à ses réalités locales, tant qu'elle maintenait les principes fondamentaux de la théorie. C'était une façon de permettre au programme de respirer et d'évoluer naturellement. La décision suscita des inquiétudes chez certains membres plus conservateurs du conseil d'administration, qui craignaient une perte de contrôle et de standardisation. Mais Émilie resta ferme, soutenue par ses équations qui incluaient maintenant des variables d'adaptabilité et de résilience systémique. Le véritable contrôle ne vient pas de la rigidité, mais de la flexibilité consciente, expliqua-t-elle. Lors d'une réunion tendue du conseil, notre force réside dans notre capacité à évoluer sans perdre notre essence. Pour démontrer son point, elle organisa une rencontre nationale des bénéficiaires de lumière, où différentes unités purent partager leurs expériences et innovations. L'événement, qui eut lieu dans l'auditorium du Centre d'affaires Lumière, se transforma en une célébration vibrante de la diversité et de la créativité du programme. Thomas présenta son réseau de bibliothèques, maintenant étendu à 5 communautés. Marie apporta des données impressionnantes sur l'impact de son café social. Sophie partagea les premiers résultats de son projet de bibliothèque mathématique. Chaque présentation était un témoignage vivant du pouvoir de l'effet domino social. Durant l'événement, Émilie reçut un autre billet de Mathieu. « Tu as compris quelque chose qui m'a pris des années à apprendre, que la vraie mathématique de la transformation sociale ne réside pas seulement dans les nombres, mais dans la capacité de laisser chaque nombre raconter sa propre histoire. » La mise en œuvre du protocole René et la flexibilisation du modèle Lumière ouvrirent des portes qu'Émilie n'avait jamais imaginées. Les unités de l'institution, maintenant réparties dans différentes régions, commencèrent à développer des caractéristiques uniques qui reflétèrent les particularités de leur communauté, tout en conservant toujours la rigueur mathématique comme base. Léa, inspirée par cette diversité, initia un projet ambitieux, une exposition itinérante qui documentait à travers l'art les différents visages de lumière. Ces peintures capturaient non seulement les résultats tangibles du programme, mais aussi les moments subtils de transformation que les équations ne pouvaient pas mesurer. Chaque peinture est une équation visuelle, expliquait-elle pendant les expositions. Si vous regardez attentivement, vous verrez que les modèles mathématiques d'Émilie sont présents dans chaque trait, chaque couleur
chaque histoire représentée. C'est lors de l'inauguration de cette exposition, dans l'une des nouvelles unités, qu'Émilie rencontra Antoine, un jeune professeur de mathématiques qui avait grandi dans les rues avant d'être accueilli par un projet social. Son histoire et son dévouement rappelaient tellement les siens qu'il fut impossible pour elle de ne pas s'émouvoir. « Quand j'ai vu vos équations pour la première fois, raconta Antoine, j'ai compris que les mathématiques pouvaient être plus que des nombres. Elles pouvaient être un outil de justice sociale. » Antoine avait développé sa propre méthodologie d'enseignement qui combinait mathématiques et conscience sociale. Ses élèves n'apprenaient pas seulement des calculs, ils comprenaient comment utiliser ces connaissances pour transformer leur communauté. L'approche d'Antoine inspira Émilie à créer un nouveau composant dans le programme de Lumière, le laboratoire de mathématiques sociales appliquées. C'était un espace où théorie et pratique se rencontraient, où les bénéficiaires pouvaient développer leur propre projet d'impact social en utilisant des principes mathématiques. Claire, toujours attentive aux dimensions humaines du programme, observa quelque chose d'important. Les enfants n'apprennent pas seulement les mathématiques, ils découvrent leur propre pouvoir de changement. Le laboratoire devint rapidement un vivier d'innovation. Sophie, coordonnant maintenant son réseau de bibliothèques mathématiques, utilisait l'espace pour former d'autres jeunes à son modèle. Thomas développait un système de gestion communautaire basé sur des algorithmes sociaux. Marie élargissait son réseau de cafés sociaux en utilisant des analyses mathématiques pour optimiser l'impact. Un après-midi, alors qu'elle observait un cours au laboratoire, Émilie remarqua une petite fille qui lui rappelait beaucoup elle-même des années auparavant. La fillette, nommée Clara, expliquait à ses camarades comment elle avait utilisé des mathématiques de base pour organiser une banque d'uniformes scolaires dans sa communauté. « Chaque nombre est une personne », disait Clara avec la sagesse que seuls les enfants possèdent. Et quand nous assemblons les bons nombres, les personnes s'entraident. Cette simplicité profonde toucha Émilie. C'était exactement ce que Mathieu avait vu en elle tant d'années auparavant, la capacité de voir au-delà des nombres, de voir les connexions humaines derrière les équations. Le succès du laboratoire conduisit à la création d'un programme d'échange entre les différentes unités de lumière. Les bénéficiaires pouvaient passer des périodes dans d'autres unités, partageant des expériences et adaptant des projets à différentes réalités. Léa documentait chaque histoire d'échange dans ses peintures, créant une mosaïque vivante de transformation sociale. « C'est comme si chaque unité de lumière était une couleur différente », expliquait-elle, et ensemble, elles forment un arc-en-ciel de possibilités. C'est lors d'un de ces échanges qu'Émilie reçut une nouvelle surprenante. Des universités internationales voulaient inclure sa théorie de l'effet domino social dans leur programme de mathématiques appliquées. C'était la reconnaissance académique de ce qu'elle avait toujours su, que les mathématiques pouvaient être un langage de transformation sociale. Mais nous ne pouvons pas laisser cela devenir uniquement une théorie académique, avertit Claire. La force du modèle réside dans son application pratique, dans son impact réel sur la vie des gens. Émilie était d'accord. Pour garantir que l'aspect humain ne se perde jamais, elle établit une nouvelle règle. Toute personne qui souhaitait étudier ou appliquer le modèle Lumière devait d'abord passer du temps dans l'une des unités, expérimentant le travail dans la pratique. Dans son bureau, regardant les tableaux noirs couverts d'équations et les peintures de Léa qui documentaient chaque étape de ce voyage, Émilie trouva un nouveau billet de Mathieu. « Tu n'as pas seulement préservé le rêve de lumière, tu l'as fait grandir d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Continue à permettre à chaque nombre de raconter son histoire, à chaque équation d'ouvrir de nouveaux chemins, à chaque variable de représenter une vie transformée. La vraie mathématique du changement social réside dans l'équilibre parfait entre précision et compassion. La reconnaissance internationale du modèle Lumière apporta de nouveaux défis et opportunités. Des organisations de différents pays commencèrent à contacter Émilie, intéressées par la mise en œuvre de versions adaptées du programme dans leur propre communauté. C'était un moment crucial. Comment garantir que l'expansion mondiale ne diluerait pas l'essence du projet? La réponse commença à se former lors d'une conférence internationale sur l'innovation sociale, où Émilie rencontra Amina, une
mathématicienne marocaine qui avait développé un travail similaire dans des communautés rurales de son pays. Les deux découvrirent que, malgré la distance géographique et culturelle, leurs modèles mathématiques partagèrent des principes fondamentaux. « C'est fascinant », observa Amina, analysant les équations d'Émilie. « Vos nombres parlent la même langue que les miens, même s'ils sont nés dans des réalités si différentes. » Cette connexion inspira Émilie à développer ce qu'elle appela le protocole d'adaptation culturelle, un ensemble de directives mathématiques qui permettait d'adapter le modèle lumière à différents contextes culturels sans perdre son efficacité. Léa, toujours sensible aux nuances culturelles, commença à travailler sur une nouvelle série de peintures qui explorait cette dimension globale du projet. Ces œuvres incorporaient maintenant des éléments de différentes cultures, montrant comment le même modèle mathématique pouvait se manifester de diverses façons. C'est comme si les mathématiques étaient une rivière souterraine, expliquait Léa lors d'une exposition internationale qui émerge de façon différente dans chaque culture, mais transporte la même eau de transformation. Le travail commun avec Amina conduisit à la création du premier centre international de mathématiques sociales appliquées, un espace virtuel et physique où chercheurs et praticiens de différents pays pouvaient partager leurs expériences et développer de nouvelles applications du modèle. Claire prit en charge la coordination du programme de formation internationale, développant des méthodologies qui permettèrent de transmettre non seulement les aspects techniques, mais aussi l'esprit du projet. « Nous n'exportons pas un modèle », soulignait-elle, « nous partageons une façon de voir le monde à travers les nombres. » C'est lors d'une de ces formations qu'Émilie rencontra Karim, un réfugié syrien qui avait utilisé des principes mathématiques pour organiser des systèmes d'entraide dans des camps de réfugiés. Son travail offrait une nouvelle perspective sur la façon dont le modèle lumière pouvait être appliqué dans des situations de crise humanitaire. « Les nombres ne connaissent pas de frontières », dit Karim, présentant ses résultats. « Quand nous utilisons les mathématiques pour connecter les personnes, nous créons des ponts qu'aucune guerre ne peut détruire. » Cette expérience mena à la création du programme Pont, une initiative spécifique pour appliquer le modèle Lumière dans des contextes de crise et de reconstruction sociale. Sophie, maintenant une jeune adulte, prit en charge la coordination du programme, adaptant son expérience avec les bibliothèques communautaires à ce nouveau défi. Le programme commença à petite échelle, avec des projets pilotes dans 3 camps de réfugiés. Les résultats furent surprenants, non seulement en termes d'indicateurs sociaux, mais principalement dans le renforcement du tissu communautaire. C'est incroyable comment les gens trouvent la force d'aider les autres, même dans les situations les plus difficiles, observa Sophie lors d'un appel vidéo avec Émilie. C'est exactement comme vous l'avez toujours dit. L'altruisme est une constante mathématique universelle. Léa voyagea pour documenter le travail dans les camps, créant une série de portraits qui capturèrent des moments de connexion humaine au milieu de l'adversité. Ces peintures décorèrent maintenant non seulement les murs de lumière, mais aussi des espaces communautaires autour du monde. Au milieu de cette expansion mondiale, Émilie tenait à maintenir des connexions étroites avec les origines du projet. Régulièrement, elle visitait le trottoir du centre d'affaires Lumière, où tout avait commencé, y trouvant parfois des enfants dans des situations similaires à la sienne tant d'années auparavant. Lors d'une de ces visites, elle rencontra Julie, une fillette de 10 ans qui avait organisé un système de partage de matériel scolaire entre les enfants de sa communauté. Le projet était simple, mais suivait inconsciemment les mêmes principes mathématiques de l'effet domino social. « Comment as-tu eu cette idée ?» demanda Émilie, s'asseyant à côté d'elle sur le trottoir. « C'est comme partager un pain », répondit Julie avec simplicité. « Si chacun donne un petit morceau de ce qu'il a, tout le monde peut étudier. » Ces mots résonnèrent profondément en Émilie, lui rappelant le sandwich qui avait changé sa vie. C'était la même logique, le même principe fondamental que ces équations complexes tentèrent de capturer, la mathématique naturelle de la générosité humaine. Ce soir-là, dans son bureau, Émilie trouva un nouveau billet de Mathieu. Le véritable test d'une théorie ne réside pas dans sa complexité, mais dans sa capacité à être comprise par un enfant. Tu as accompli quelque chose d'extraordinaire. Tu as transformé les nombres en espoir universel. L'expansion internationale de lumière
apporta une nouvelle perspective sur le travail d'Émilie. Ce n'était plus seulement un programme de transformation sociale, c'était devenu un mouvement global, une nouvelle façon de penser le changement social à travers des mathématiques humanisées. Un matin particulièrement significatif, Émilie réunit son équipe la plus proche pour partager une nouvelle vision. Léa, Claire, Sophie et maintenant aussi Amina et Karim, connectés par visioconférence, écoutèrent, tandis qu'elle présentait sa plus récente évolution de la théorie. Ce que nous avons découvert, c'est que l'effet domino social n'est pas seulement une théorie mathématique, expliqua Émilie, dessinant des diagrammes complexes sur son tableau noir. C'est une loi naturelle de la coopération humaine, qui se manifeste différemment dans chaque culture, mais suit les mêmes principes fondamentaux. Cette compréhension mena au développement du projet Constellation, une initiative pour cartographier et connecter différentes manifestations de l'effet domino à travers le monde. Léa commença à travailler sur une installation artistique interactive qui permettait de visualiser ces connexions globales. Chaque point de lumière représente une histoire de transformation, expliquait Léa, montrant le prototype de l'installation. Quand nous connectons les points, nous formons des constellations de changement social. Le projet prit rapidement vie par lui-même. Des communautés de différents pays commencèrent à partager leurs histoires de transformation, chacune ajoutant une nouvelle lumière à la constellation. Thomas, maintenant un jeune chercheur, développa un algorithme qui permettait d'identifier des modèles communs entre des initiatives apparemment différentes. C'est comme si nous découvrions une grammaire universelle de la transformation sociale, observa Thomas lors d'une présentation du système. Chaque histoire est unique, mais toutes suivent une syntaxe mathématique commune. C'est durant cette période qu'Émilie reçut une nouvelle qui allait tout changer. Mathieu Dupont avait décidé de faire sa première apparition publique depuis des années. Il voulait participer à la première rencontre mondiale de mathématiques sociales, qui réunirait des représentants de toutes les initiatives inspirées par le modèle Lumière. L'événement fut organisé au Centre d'affaires Lumière, le même endroit où tout avait commencé. L'auditorium était rempli de personnes de différents pays, chacune avec sa propre histoire, de la façon dont les mathématiques étaient devenues un outil de transformation dans leur communauté. Marie, dont le réseau de cafés sociaux s'étendait, maintenant sur 3 pays, servit du café à tous les participants. Sophie présenta les résultats impressionnants du programme Pont dans les camps de réfugiés. Amina partagea comment le modèle avait été adapté pour les communautés rurales au Maroc. Quand Mathieu monta finalement sur scène, le silence fut absolu. Il paraissait plus âgé, mais ses yeux conservaient le même éclat qu'Émilie se rappelait du trottoir tant d'années auparavant. « Quand j'ai commencé Lumière, dit-il, sa voix douce mais ferme, j'avais une théorie simple, que la bonté humaine pouvait être multipliée grâce aux mathématiques. Ce que je n'imaginais pas, c'est que je trouverais quelqu'un qui transformerait cette théorie en un langage universel de changement. » Se tournant vers Émilie, il continua. « Tu n'as pas seulement complété l'équation, tu l'as transformée en un mouvement global. Chaque personne dans cette salle est la preuve vivante que les nombres peuvent être bien plus que des calculs. Ils peuvent être des graines de transformation. » À ce moment, les lumières de l'auditorium s'éteignirent et l'installation de Léa prit vie. Des milliers de points de lumière commencèrent à briller, se connectant en motifs complexes qui représentaient toutes les histoires de transformation inspirées par le modèle Lumière. Chaque lumière est une vie transformée, expliqua Léa, sa voix empreinte d'émotion. Chaque connexion est un pont entre les cœurs, et tout a commencé par un simple acte de bonté sur un trottoir froid. Émilie, observant la constellation de lumière, sentit des larmes dans ses yeux. Là se trouvaient toutes les histoires. Thomas et ses bibliothèques, Marie et ses cafés, Sophie et ses ponts d'espoir, Amina et ses communautés rurales, Karim et ses réfugiés, trouvant de la force dans les mathématiques. « Ce que nous avons construit ici, dit-elle, sa voix résonnant dans l'auditorium silencieux, est plus qu'un programme ou une théorie. C'est une preuve mathématique de la capacité humaine à transformer des vies grâce à la générosité. Chaque nombre dans nos équations est un cœur qui bat. Chaque formule est un chemin vers l'espoir. » Ce soir-là, après l'événement, Émilie trouva un dernier billet de Mathieu sur son bureau. « Tu n'as pas seulement prouvé ma théorie, tu as créé une nouvelle façon de voir le monde.
continue à multiplier l'espoir, à additionner les sourires, à soustraire les peurs et à partager l'amour. La mathématique de la vie est infinie et tu as à peine commencé à en dévoiler les possibilités. Le succès de la rencontre mondiale. De mathématiques sociales marqua le début d'une nouvelle phase pour Lumière. Le projet Constellation avait connecté des initiatives de transformation sociale dans le monde entier, créant un réseau vivant de changements qui grandissait organiquement. Mais avec cette croissance vint un nouveau défi. Comment maintenir l'authenticité et l'objectif original au milieu de tant d'expansion? La réponse commença à prendre forme lors d'une conversation entre Émilie et Clara, la fillette qui, des années auparavant, avait organisé la banque d'uniformes scolaires et qui était maintenant une adolescente brillante. Clara avait développé un projet intéressant, une application qui connectait les personnes disposées à aider avec celles qui avaient besoin de soutien dans sa communauté. C'est comme si chaque personne était un nombre premier, expliqua Clara montrant le prototype sur sa tablette. Unique, indivisible, mais quand elle se connecte avec d'autres, elle crée des motifs infinis de possibilités. Cette analogie mathématique simple mais profonde inspira Émilie à développer un nouveau composant pour sa théorie. Elle travailla pendant des semaines dans son bureau, couvrant des tableaux noirs d'équations qui cherchaient à capturer cette idée de connectivité prime, la capacité unique de chaque individu à générer un impact social. Léa, observant. Le processus commença à créer une nouvelle série de peintures qu'elle appela Portrait premier. Chaque œuvre capturait un moment de connexion humaine authentique avec des motifs mathématiques subtilement tissés dans la composition. Chaque peinture est comme une équation visuelle, expliquait-elle lors d'une exposition à Lumière. Si vous regardez attentivement, vous verrez que les nombres dansent parmi les couleurs, racontant des histoires de transformation. Le projet de Clara s'étendit rapidement à d'autres unités de Lumière et Émilie comprit qu'ils avaient trouvé une nouvelle façon d'étendre l'impact du programme sans perdre son essence. Au lieu d'essayer de contrôler chaque aspect de l'expansion, ils pouvaient créer des outils qui permettraient aux communautés de développer leurs propres solutions. Claire, toujours attentive aux aspects éducatifs, développa un programme de mentorat qu'elle appela « cultivateur de premier », des personnes formées pour identifier et nourrir le potentiel unique de chaque individu dans leur communauté. « Nous ne cherchons pas seulement des talents mathématiques », expliquait-elle. « Durant une formation, nous cherchons cette étincelle spéciale qui fait qu'une personne choisit d'aider, même quand elle n'a pas grand-chose à donner. » C'est durant cette période qu'Émilie reçut une visite inattendue. Marie, du café social, amena sa petite fille, de 7 ans, Béatrice. La fillette avait créé un système simple mais efficace de partage de livres entre les clients du café. « Elle m'a dit quelque chose d'intéressant », raconta Marie, observant Béatrice jouer avec les nombres sur un tableau noir. Elle a dit que chaque livre partagé est comme planter une graine d'histoire dans le cœur de quelqu'un. Ces mots touchèrent Émilie profondément. C'était exactement ce que le projet Constellation devait être. Pas seulement un réseau de connexion, mais un jardin de possibilités où chaque personne pourrait planter ses propres graines de transformation. Avec cette inspiration, Émilie commença à travailler sur une mise à jour significative de sa théorie. Le nouveau modèle mathématique incorporait ce qu'elle appela le facteur graine, une variable qui mesurait non seulement l'impact direct d'une action, mais son potentiel d'inspirer de nouvelles initiatives. Sophie, qui continuait à étendre le programme Pense, fut la première à mettre en œuvre ce nouveau concept sur le terrain. Dans les camps de réfugiés, elle commença à identifier et à soutenir de petites initiatives qui avaient le potentiel de croître organiquement. C'est incroyable comme une idée simple peut s'épanouir quand elle trouve le bon sol, rapporta-t-elle. Lors d'une visioconférence, nous voyons des personnes qui sont arrivées ici sans rien créer des réseaux entiers d'entraide. Le succès de cette approche attira l'attention d'organisations internationales. Le modèle Lumière prouvait que la transformation sociale durable n'avait pas besoin de venir de grandes institutions. Elle pouvait naître de petits gestes multipliés à travers des connexions mathématiques conscientes. Thomas, coordonnant maintenant un réseau mondial de bibliothèques communautaires, développa une méthodologie pour cartographier ces constellations d'impact.
Utilisant des algorithmes sophistiqués, il pouvait visualiser comment de petites initiatives se connectaient et grandissaient, formant des écosystèmes de transformation sociale. C'est comme une carte vivante de l'espoir, expliqua-t-il lors d'une présentation. Chaque point représente une histoire unique, mais ensemble ils forment quelque chose de bien, plus grand. Un après-midi, alors qu'elle travaillait sur ses calculs, Émilie reçut un nouveau billet de Mathieu. « Tu as découvert quelque chose qui m'a pris des années à comprendre, que la vraie force des mathématiques sociales ne réside pas dans le contrôle du processus, mais dans la création des conditions pour qu'il s'épanouisse naturellement. » Regardant par la fenêtre de son bureau, Émilie pouvait voir le jardin de lumière, où Béatrice jouait avec d'autres enfants, échangeant des livres et des histoires. Sur le tableau noir derrière elle, des équations complexes décrivaient des modèles de croissance sociale. Mais la vraie mathématique se produisait là-bas, dans les connexions simples et profondes entre les personnes. L'évolution du projet Constellation apporta une compréhension plus profonde du véritable potentiel des mathématiques sociales. Ce n'était pas seulement une question de nombre et de connexion. Il s'agissait de créer un environnement où la transformation pouvait se produire naturellement, comme un jardin bien entretenu où chaque graine avait la chance de s'épanouir. Par un matin spécial, Émilie réunit toute l'équipe de Lumière pour partager une nouvelle vision. L'auditorium était rempli de représentants de toutes les unités, connectés virtuellement avec des partenaires internationaux. Léa avait préparé une installation spéciale qui combinait ses peintures avec des projections dynamiques des données du projet. « Ce que nous avons découvert ces dernières années, commença Émilie, c'est que notre théorie mathématique n'est pas seulement un modèle de transformation sociale, c'est une carte pour éveiller le potentiel naturel de changement qui existe dans chaque communauté. » Pour illustrer son propos, elle présenta des cas de réussite de différentes parties du monde. Il y avait le projet d'Amina au Maroc, où des communautés rurales utilisaient des principes mathématiques pour optimiser des systèmes d'agriculture partagés. Le travail de Karim dans les camps de réfugiés, qui avait évolué vers un programme d'éducation technologique. Les bibliothèques mathématiques de Sophie, maintenant présentes dans 12 pays. Chaque initiative est unique, expliqua-t-elle, tandis que les données dansaient sur les écrans derrière elle. Mais toutes suivent le même modèle mathématique de croissance organique et de connexion humaine. C'est à ce moment que Clara, désormais une jeune programmeuse, présenta la nouvelle version de son application. Ce n'était plus seulement un outil de connexion locale, elle s'était transformée en une plateforme mondiale qui permettait aux communautés, partout dans le monde, de mettre en œuvre leurs propres projets basés sur le modèle Lumière. L'application est comme un jardin numérique, expliqua Clara, démontrant les fonctionnalités. Chaque utilisateur peut planter ses propres graines de transformation et le système aide à les connecter avec d'autres initiatives similaires. Claire, qui avait passé les derniers mois à voyager entre différentes unités de Lumière, partagea ses observations. Le plus impressionnant est de voir comment chaque communauté adapte le modèle à sa propre réalité. C'est comme si les mathématiques étaient un langage universel que chacun apprend à parler avec son propre accent. La présentation fut interrompue par une nouvelle émouvante. Marie, du premier café social, venait d'ouvrir sa 100e unité. Mais le plus important n'était pas le nombre en lui-même. C'était le fait que chaque café était devenu un centre de transformation dans sa propre communauté. « Nous ne servons pas seulement du café, » dit Marie, connectée par vidéo depuis sa nouvelle unité. « Nous servons de l'espoir, de la connexion, des opportunités. Chaque tasse est une équation de possibilités. » Léa profita du moment pour révéler sa plus récente œuvre, une fresque numérique interactive qui montrait toutes les connexions du projet Constellation en temps réel. C'était une représentation visuelle éblouissante de la théorie mathématique d'Émilie, où chaque point de lumière représentait une initiative et les lignes entre eux montraient les connexions et influences mutuelles. « C'est comme un ciel nocturne d'espoir », commenta Léa tandis que tous observaient émerveillés. Chaque étoile est une histoire de transformation et ensemble, elles forment une carte pour un avenir meilleur. À ce moment, quelque chose d'inattendu se produisit. Mathieu Dupont, qui assistait discrètement depuis le dernier rang, se leva et marcha jusqu'à la scène. Son geste surprit tout le monde. Il faisait rarement des apparitions publiques. « Quand j'ai remis cette carte à une petite fille sur le trottoir, il y a des années, dit-il,
sa voix douce mais claire. J'ai planté une graine sans savoir exactement ce qui pousserait. Aujourd'hui, je vois que j'ai planté tout un jardin de possibilités. Se tournant vers Émilie, il continua. Tu n'as pas seulement développé une théorie mathématique, tu as créé une nouvelle façon de voir et de nourrir le potentiel humain. Chaque nombre dans tes équations est une porte vers la transformation. Chaque formule est un chemin vers l'espoir. Les paroles de Mathieu résonnèrent dans l'auditorium, tandis que, sur l'écran géant derrière lui, la fresque de Léa continuait de pulser, avec de nouvelles connexions se formant en temps réel. C'était une démonstration vivante de comment un unique acte de bonté pouvait se multiplier infiniment à travers des mathématiques conscientes. Émilie, observant cette représentation visuelle de son travail, ressentit une profonde gratitude. Ce qui avait commencé comme une théorie pour expliquer la transformation sociale était devenu un outil vivant de changement, un système organique qui grandissait et s'adaptait comme un organisme vivant. Nos mathématiques, conclut-elle, ne consistent pas seulement à calculer l'impact, elles consistent à créer des espaces où la bonté naturelle des personnes peut s'épanouir et se multiplier. Chaque nombre est une graine, chaque équation est un jardin, et ensemble nous cultivons un avenir où la transformation sociale n'est pas l'exception, mais la règle. Le succès du projet Constellation avait prouvé que les mathématiques pouvaient être bien plus qu'un outil de calcul. Elles pouvaient être un instrument de transformation sociale à l'échelle mondiale. Mais pour Émilie, il restait encore une question fondamentale à résoudre. Comment garantir que cet héritage continuerait à croître de façon organique et durable? La réponse commença à prendre forme lors d'une visite inattendue à la première unité de lumière. Une nouvelle génération d'enfants occupait maintenant ces couloirs, chacun avec sa propre histoire de dépassement. Parmi eux se trouvait Michel, un garçon de 11 ans qui avait développé un système unique de tutorat entre pairs. « C'est simple », expliqua-t-il à Émilie, montrant ses cahiers méticuleusement organisés. « Chaque personne qui apprend quelque chose de nouveau doit l'enseigner à 2 autres. Ainsi, la connaissance grandit comme un arbre. » Ce système simple mais efficace captiva l'attention d'Émilie. C'était une application pratique et spontanée de sa théorie de l'effet domino social, surgie naturellement du besoin de la communauté. Léa, présente durant la conversation, commença immédiatement à esquisser ce qu'elle voyait. Un arbre, dont les branches étaient formées par des nombres et des équations. « C'est ça !» s'exclama Émilie, une nouvelle compréhension naissant dans son esprit. Le véritable héritage ne réside pas dans nos équations ou nos programmes. Il réside dans la capacité des gens à créer leurs propres solutions mathématiques aux problèmes sociaux. Cette révélation conduisit au développement du programme Summer, une initiative qui identifiait et soutenait des jeunes qui, comme Michel, démontraient une compréhension intuitive des mathématiques sociales. Il n'était pas nécessaire qu'ils soient des génies mathématiques comme elles l'avaient été. L'important était leur capacité à voir les connexions et à créer des systèmes d'entraide. Claire, enthousiasmée par le nouveau programme, développa une méthodologie spéciale de mentorat. « Nous n'enseignons pas des formules », expliquait-elle aux éducateurs. « Nous cultivons une façon de penser qui combine rigueur mathématique et sensibilité sociale. » Le programme gagna rapidement en cette force. Dans chaque unité de lumière, de jeunes semeurs commencèrent à développer leurs propres projets. Clara, avec son application maintenant mondialement reconnue, devint mentor du premier groupe, partageant non seulement des connaissances techniques, mais aussi son expérience pour transformer des idées en action. C'est lors d'une rencontre de semeur qu'Émilie fit la connaissance d'Anne-Sophie, une fillette de 13 ans qui avait créé un système mathématique pour optimiser la distribution de nourriture dans sa communauté. Le plus impressionnant n'était pas seulement le système en lui-même, mais la façon dont elle l'avait développé en collaboration avec d'autres habitants. Chaque famille a quelque chose à contribuer, expliqua Anne-Sophie, montrant ses calculs sur un tableau noir. Quand nous mettons tout ensemble en utilisant les mathématiques, nous pouvons nourrir beaucoup plus de personnes que si chacun essayait de résoudre le problème seul. Le travail d'Anne-Sophie inspira une nouvelle évolution dans la théorie d'Émilie. Elle passa des semaines à développer ce qu'elle appela l'algorithme d'abondance collective,
un modèle mathématique qui démontrait comment des ressources limitées pouvaient être multipliées à travers des connexions intelligentes et une coopération structurée. Léa documenta ce processus dans une série de peintures qu'elle appela la multiplication des pains, une référence tant au travail d'Anne-Sophie qu'à la propre histoire d'Émilie, avec le sandwich qui avait changé sa vie. Les œuvres montraient des scènes de partage, communautaires avec des équations subtilement tissées dans les compositions. Chaque peinture raconte deux histoires, expliquait Léa lors d'une exposition. L'histoire visible du partage humain et l'histoire invisible des nombres qui rendent cela possible. L'impact du programme Summer commença bientôt à se manifester à l'échelle mondiale. Sophie, coordonnant le programme dans les camps de réfugiés, rapporta comment des jeunes développaient des systèmes mathématiques pour optimiser depuis la distribution des ressources jusqu'à l'organisation des cours et des activités culturelles. C'est comme si nous avions planté une forêt de possibilités, commenta-t-elle lors d'une visioconférence. Chaque semeur est un arbre qui grandit et répand de nouvelles graines de transformation. Thomas, maintenant un chercheur respecté, développa un système pour cartographier l'impact des projets des semeurs. Les données montraient un schéma fascinant. Chaque initiative réussie en inspirait en moyenne 7 autres, créant un effet multiplicateur qui croissait exponentiellement. C'est la mathématique de l'espoir en action, expliqua-t-il lors d'une présentation. Chaque nombre dans nos graphiques représente des dizaines de vies transformées, des centaines de connexions renforcées. Un après-midi, alors qu'elle observait un groupe de semeurs travailler sur de nouveaux projets, Émilie trouva un autre billet de Mathieu. « Tu n'as pas seulement construit un pont entre mathématiques et transformation sociale, tu as créé une pépinière où de nouveaux ponts peuvent pousser continuellement. Continue à cultiver ces jeunes jardiniers de nombre. Ils sont l'avenir dont nous rêvons. » À ce moment, regardant les jeunes concentrés sur leurs calculs et leurs projets, Émilie comprit qu'elle avait atteint quelque chose de plus grand encore que sa théorie originale. Elle avait créé un système vivant de transformation capable de se régénérer et d'évoluer par lui-même, comme une forêt qui grandit et s'étend naturellement. Le temps avait transformé Lumière en bien plus qu'une institution. C'était maintenant un mouvement mondial de transformation sociale basé sur des principes mathématiques. Les graines plantées des années auparavant avaient grandi en une forêt vibrante de possibilités, et chaque jour apportait de nouvelles histoires de changement et d'espoir. Par un matin spécial, Émilie se retrouva à nouveau sur le trottoir, devant le centre d'affaires Lumière, au même endroit où tout avait commencé. Le bâtiment restait imposant, mais maintenant ses fenêtres miroirs reflétaient une ville différente, une ville où la mathématique de la transformation sociale était vivante à chaque coin de rue. Léa la rejoignit là, portant sa dernière œuvre, un portrait d'Émilie jeune offrant le sandwich à Mathieu, mais peint de façon à ce que les miettes du pain se transforment en nombres et équations qui se répandèrent sur la toile comme des étoiles. « C'est incroyable de penser comment un seul geste peut changer tant de vies », commenta Léa, observant le mouvement de la ville autour d'elle. À ce moment, quelque chose attira leur attention à toutes deux. Une fillette, pas très différente de ce qu'Émilie avait été, organisait d'autres enfants dans un système élaboré de partage de matériel scolaire. Ses yeux brillaient de la même détermination qu'Émilie reconnaissait en elle-même. « Hé !» appela doucement Émilie, s'approchant du groupe. « Puis-je voir ce que vous faites ?» La fillette, qui se présenta sous le nom d'Hélène, expliqua fièrement son système. « Chacun apporte ce qu'il peut, et j'utilise les mathématiques pour garantir que tous aient ce dont ils ont besoin pour étudier. C'est comme un puzzle où toutes les pièces s'emboîtent. » Cette rencontre fortuite était la preuve vivante que le cycle continuait. La mathématique de la transformation sociale était devenue partie intégrante du tissu de la ville, se manifestant spontanément là où elle était nécessaire. Plus tard ce jour-là, lors d'une réunion spéciale à Lumière, Émilie partagea son expérience avec l'équipe. L'auditorium était rempli non seulement de l'équipe actuelle, mais de visages familiers de tout le parcours. Sophie, coordonnant à distance depuis un camp de réfugiés. Thomas, avec ses bibliothèques mathématiques maintenant répandues dans le monde. Marie, dont les cafés sociaux étaient devenus des centres de transformation communautaire. « Ce que nous avons construit ici, commença Émilie, sa voix chargée d'émotion,
n'est pas seulement un programme ou une théorie. C'est une nouvelle façon de voir le monde, où chaque nombre est une possibilité de changement. Chaque équation est un chemin vers l'espoir. Léa projeta sa nouvelle peinture sur l'écran principal, tandis que les données du projet Constellation dansaient autour, montrant l'impact mondial du travail de lumière. C'était une fusion parfaite d'art et de mathématiques, d'émotion et de logique. C'est à ce moment que Mathieu, Dupont, qui était assis discrètement au fond de l'auditorium, se leva pour parler. Ses cheveux étaient maintenant complètement blancs, mais ses yeux gardèrent la même lueur de reconnaissance qu'Émilie se rappelait si bien. « Quand j'ai commencé, Lumière, dit-il, j'avais un rêve d'utiliser les mathématiques pour multiplier la bonté. Mais toi, Émilie, tu as transformé ce rêve en quelque chose de bien plus grand. Tu as créé un langage universel de transformation sociale qui continuera à grandir bien après nous. » Ces paroles furent interrompues par une transmission en direct. Les semeurs de différentes parties du monde voulaient partager leurs projets. L'un après l'autre, des jeunes présentèrent leurs initiatives, chacune unique, mais toutes connectées par la même mathématique d'espoir qu'Émilie avait développée. Anne-Sophie, coordonnant maintenant un réseau de banques alimentaires mathématiques, montra comment son système s'était étendu à d'autres communautés. Michel, avec son programme de tutorat entre pairs, présenta des données impressionnantes d'amélioration des performances scolaires. Clara démontra comment son application connectait des initiatives similaires dans différents pays. « C'est comme une symphonie mathématique », observa Claire, émue. « Chaque projet est une note différente, mais ensemble, ils créent une musique de transformation. » À la fin de la réunion, Émilie reçut un dernier billet de Mathieu. « Tu n'as pas seulement complété le cercle, tu l'as transformé en une spirale infinie de possibilités. Continue à inspirer d'autres à voir les mathématiques, non pas seulement comme des nombres, mais comme un langage d'amour et de transformation. » Ce soir-là, de retour sur le trottoir où tout avait commencé, Émilie observa Hélène et son groupe encore en train de travailler sur leur système de partage. La scène était une preuve vivante que la véritable mathématique de la transformation sociale ne résidait pas seulement dans les équations complexes ou les programmes structurés. Elle résidait dans le cœur des gens, dans la capacité naturelle d'utiliser les nombres pour construire des ponts d'espoir. Le soleil se couchait sur la ville et les fenêtres du centre d'affaires Lumière reflétaient le ciel en tons de rose et d'or. Émilie sourit, sachant que son histoire n'était plus seulement la sienne. Elle faisait partie d'une équation plus grande, d'une constellation infinie de transformations qui continuerait à briller et à grandir, illuminant des chemins d'espoir pour les générations futures. 20 ans s'étaient écoulés depuis ce premier matin sur le trottoir du centre d'affaires Lumière. Ce qui avait commencé par un simple acte de bonté s'était transformé en un mouvement mondial de transformation sociale à travers les mathématiques. Émilie, maintenant avec des cheveux légèrement grisonnants, observait depuis la fenêtre de son bureau, tandis qu'une nouvelle génération de semeurs arrivait pour la rencontre mondiale de mathématiques sociales. L'événement de cette année était spécial. Il marquait non seulement 2 décennies de succès du projet Constellation, mais aussi l'inauguration de l'Université Lumière, un rêve qu'Émilie avait nourri pendant des années. Ce n'était pas une université ordinaire. C'était un centre d'études dédié exclusivement aux mathématiques sociales appliquées, où théorie et pratique fusionnaient en solutions réelles pour des défis communautaires. Léa, qui continuait d'être sa partenaire inséparable dans ce voyage, avait transformé le hall principal en une galerie vivante. Ces peintures incorporaient maintenant de la technologie interactive, permettant aux visiteurs de voir non seulement les images, mais aussi les données et les histoires derrière chaque œuvre. Chaque tableau est une fenêtre sur des milliers d'histoires de transformation, expliquait-elle aux visiteurs. L'art nous aide à voir la beauté dans les nombres, et les nombres nous montrent la mathématique dans la bonté humaine. Le campus de l'université avait été construit sur un terrain adjacent à la première unité de Lumière, connectant symboliquement le passé et l'avenir du projet. Les jardins conçus par Sophie étaient ne plus que décoratifs. Ils formaient des motifs mathématiques qui racontaient l'histoire du programme à travers le paysage. Thomas, maintenant directeur du département de recherche en mathématiques sociales, avait développé un programme révolutionnaire qui combinait rigueur académique
et expériences pratiques dans des projets communautaires. Nous ne formons pas seulement des mathématiciens, expliquait-il, nous formons des architectes de la transformation sociale. Durant la cérémonie d'inauguration, l'auditorium était rempli de visages familiers et nouveaux. Marie, ses cheveux blancs comme neige, était là avec son réseau de cafés sociaux qui s'étendait maintenant sur 3 continents. Clara, dont l'application était devenue une plateforme mondiale de connexion sociale, présentait les dernières innovations en technologie mathématique appliquée. Claire, bien que retraitée, continuait d'être une présence inspirante, mentorant une nouvelle génération d'éducateurs sociaux. « Les mathématiques sont un langage, disait-elle aux jeunes professeurs, et vous apprenez aux gens à l'utiliser pour écrire des histoires d'espoir. » C'est à ce moment qu'Émilie reçut une nouvelle qui fit accélérer son cœur. Hélène, la fillette qu'elle avait rencontrée organisant le système de partage de matériel scolaire des années auparavant, était sur le point de devenir la plus jeune rectrice d'université du pays, et son projet de recherche portait sur l'impact multiplicateur du modèle Lumière dans les communautés vulnérables. « Votre travail a changé ma vie », dit Hélène durant son discours à la cérémonie. Mais plus important encore, il m'a appris que chaque personne porte en elle un potentiel mathématique de transformation. L'université n'était pas seulement un centre d'études, c'était un laboratoire vivant où de nouvelles théories de transformation sociale étaient développées et testées en temps réel. Chaque salle de classe était équipée de technologies permettant une connexion directe avec des projets sur le terrain, faisant de l'apprentissage une expérience véritablement immersive. Anne-Sophie, qui avait transformé son projet de distribution alimentaire en un modèle mondial de sécurité alimentaire, coordonnait maintenant le département de mathématiques appliquées à la durabilité sociale. Ces étudiants développèrent des solutions pour des défis complexes en utilisant des principes mathématiques combinés à la sagesse communautaire. La véritable innovation, expliquait-elle, se produit quand nous permettons aux mathématiques et au savoir local de danser ensemble. Durant l'événement, une transmission en direct connectait l'université avec différents points du projet Constellation autour du monde. Sur chaque écran, une histoire différente de transformation se déroulait. Des réfugiés utilisant les mathématiques pour reconstruire des communautés, des jeunes créant des systèmes d'économie solidaire, des enfants développant des solutions créatives pour des défis locaux. C'est alors que Mathieu Dupont, maintenant un homme d'âge, avancé mais aux yeux toujours brillants, monta sur scène pour un moment historique. Il faisait rarement des apparitions publiques, mais cette occasion était trop spéciale pour y manquer. « Quand j'ai rencontré Émilie sur ce trottoir, commença-t-il, sa voix douce mais claire, j'ai vu quelque chose que beaucoup avaient laissé passer. Une fillette qui, même n'ayant rien, comprenait instinctivement la mathématique de la générosité. Aujourd'hui, je vois cette même mathématique multipliée dans des milliers de cœurs autour du monde. » Le discours de Mathieu lors de l'inauguration de l'Université Lumière marqua le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire qui avait commencé par un simple acte de bonté. Ces paroles résonnaient encore dans l'auditorium quand Émilie se leva pour faire sa propre déclaration, mais quelque chose d'inattendu se produisit. De la porte principale, un groupe d'enfants entra, portant une énorme courte pointe. Chaque morceau de tissu racontait une histoire différente de l'impact de lumière. Il y avait des photos, des nombres brodés, des équations transformées en art. C'était un cadeau des communautés bénéficiées par le projet au fil des... « Cette courte pointe, expliqua l'un des enfants, est comme votre théorie mathématique. Chaque partie raconte une histoire, et ensemble, elles forment quelque chose de plus grand et plus beau. » Émilie sentit des larmes dans ses yeux, tandis qu'elle examinait chaque morceau. Là se trouvait l'histoire du premier café social de Marie, le dessin de la bibliothèque de Thomas, une représentation artistique de l'application de Clara. Chaque pièce était un témoignage vivant du pouvoir transformateur des mathématiques humanisées. Léa, qui avait secrètement coordonné le projet de la courte pointe, sourit en voyant la réaction d'Émilie. « Chaque morceau est comme un nombre dans tes équations, dit-elle. Seul, il a sa valeur, mais ensemble, ils racontent une histoire de transformation. » C'est à ce moment qu'Émilie comprit pleinement la signification de son parcours. Il ne s'agissait pas seulement de créer un modèle mathématique de transformation sociale, il s'agissait de tisser une tapisserie d'espoir où chaque fil était une vie transformée, chaque nœud
une connexion renforcée. L'Université Lumière serait plus qu'une institution d'enseignement. Elle serait un centre de multiplication de cette tapisserie, un lieu où de nouvelles histoires seraient continuellement tissées dans le grand dessin de la transformation sociale. Ce que nous avons construit ici, dit-elle finalement, sa voix chargée d'émotion, n'est pas seulement un héritage, c'est un commencement. Chaque personne dans cette salle porte en elle une équation unique de possibilités, un potentiel infini de transformation. Les paroles d'Émilie furent interrompues par une surprise encore plus grande. Sur l'écran principal de l'auditorium, commença une transmission en direct montrant des initiatives, lumière, autour du monde. Dans chaque lieu, des personnes se réunissaient pour célébrer le moment, chaque groupe tenant sa propre courte pointe de motifs mathématiques. « C'est la constellation prenant vie », chuchota Claire, émue. Chaque point de « lumière » est une histoire qui a commencé par un simple acte de bonté. Sophie, connectée depuis un camp de réfugiés, montra comment le programme Pont avait évolué. Maintenant, c'étaient les réfugiés eux-mêmes qui développaient des solutions mathématiques à leurs défis, transformant les difficultés en opportunités de croissance communautaire. Hélène, devenue un symbole de la nouvelle génération de leaders Lumière, présenta des données impressionnantes. Le modèle mathématique de transformation sociale avait été adapté et mis en œuvre dans plus de 50 pays, chacun développant son propre dialecte du langage mathématique de l'espoir. Mais le plus important, souligna-t-elle, ce ne sont pas les nombres en eux-mêmes, c'est ce qu'ils représentent. Chaque statistique est une histoire de vie transformée. Chaque graphique est une carte de rêve réalisée. À la fin de la cérémonie, Mathieu appela Émilie pour un moment privé dans le jardin de l'université. Là, parmi les roses qui rappelaient tant ce premier jour à Lumière, il lui remit un dernier cadeau, son ancien carnet de notes, où il avait commencé à développer la théorie qu'elle compléterait plus tard. « Tu n'as pas seulement réalisé mon rêve, dit-il, tu l'as multiplié de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Les mathématiques que tu as créées ne sont pas seulement une théorie, elles sont une force vivante de transformation qui continuera à grandir bien après nous. » Émilie serra le carnet contre sa poitrine, sentant à la fois le poids de l'histoire et la légèreté de l'avenir. Regardant le ciel du crépuscule, elle vit que les premières étoiles commençaient à apparaître, comme des points de lumière dans la grande constellation qu'elle avait aidé à créer. À ce moment, une petite fille s'approcha d'elle, lui tendant un morceau de papier plié. C'était un dessin simple, des nombres et des cœurs se mélangeant pour former un arbre qui poussait sans limite. « C'est ainsi que je vois les mathématiques maintenant, » dit timidement la fillette, « comme quelque chose qui peut faire grandir, l'amour. » Émilie sourit, reconnaissant dans les paroles de l'enfant la même vérité qu'elle avait découverte tant d'années auparavant, que les vraies mathématiques ne résident pas seulement dans les nombres, mais dans le pouvoir infini du cœur humain de multiplier l'espoir. Et ainsi, tandis que le soleil se couchait sur l'Université Lumière, Émilie savait que son histoire ne se terminait pas. Elle commençait juste